Tu me la gardes, je reviens dans 2 heures. C'est la dernière, à Bruxelles, chez moi. Regardez comme c'est beau. On fait tout un truc avec la colonne Trajane à Rome, mais ça vaut pas le monument aux soldats inconnus de Bruxelles. Frank Sinatra disait, tu mesures ta célébrité au nombre d'embouteillages que tu rencontres pour arriver à ta salle de spectacle. On n'est pas encore emmerdé non plus. Bonsoir Bruxelles! Oh là là! Oh, vous me faites plaisir! Bonsoir à tous, bonsoir le Cirque Royal! Merci. Je suis hyper ému. J'ai l'impression que c'est un peu mon mariage. Et je dis ça parce que je connais personnellement la moitié de la salle. Qui ne me connaît pas personnellement par applaudissement? Ah, quand même. Tu applaudis, tu ne te souviens plus, mais c'était un beau moment qu'on avait vécu. Mais c'est un peu triste. Non, je suis très content. Il m'en restait 3 en Belgique. J'ai choisi les 3 villes que je préférais. On a fait Mons avant-hier, Liège hier et Bruxelles aujourd'hui. Je voulais qu'on capte le DVD ici. On n'a pas fait étonnamment Charleroi du coup. Non, ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup la ville, mais j'étais pas en ordre de vaccin. Et donc du coup on n'a pas pu y aller. Non. C'est pas bien ce que vous faites, la capitale, c'est pas bien. Je vous jure, c'est pas bien. Non, ça fait 10 ans, jour pour jour, que j'ai commencé ce spectacle ici, dans une toute petite salle. Qui a déjà vu le spectacle par applaudissement? Ah ouais, ça y en a quand même, super. Oh mais ça va, il y a une grosse majorité qui l'a pas vu. Non, je dis ça, c'était il y a 10 ans, c'était une autre époque. À l'époque, on n'avait pas de gouvernement. À l'époque, le palais de justice était en travaux. Je vais juste préciser, parce que les Français qui nous regardent disent pourquoi ils se marrent. En fait, le palais de justice, il est plein d'échafaudages autour de lui depuis de nombreuses années. Et là, les Français disent, mais c'est pas marrant, parce que nous, notre monument référence, c'est un échafaudage. Donc effectivement, rien que ça les amuse qu'à moitié. Oui, parce que je vous ai pas dit, c'est que comme c'est capté pour la France, je vais de temps en temps, quand je fais une référence belge, essayer de la traduire. Voilà, vous allez m'aider, mais je veux pas enlever les références belges, vous voyez. Donc quand je vais dire 70, bon bah ça va être facile, on dira 70. Quand je vais dire Charles Michel, je vais essayer de traduire, ça en gros c'est Édouard Philippe. Vous voyez, non, et d'ailleurs oui, pour ceux qui connaissent rien en politique, il y a un piège. Charles Michel, Édouard Philippe, ils sont que 2. Ça c'est, oui, c'est important de le savoir. La phrase d'ouverture de ce spectacle depuis 800 fois, je l'ai joué dans toute la France, c'est « Je suis belge ». Voilà, et ça, je sais que vous, ça vous surprend pas, mais en France, ils se marrent. Je dis, pourquoi vous vous marrez? C'est une information. Et je leur dis « Je suis belge », et c'est important pour moi, parce que j'ai l'impression que les Français nous pardonnent pas mal de choses. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Ils comprennent pas l'expression, mais je leur explique, je leur dis... Au fond, amis français, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Alors là, déjà, tu leur poses la question sur eux-mêmes. Tu dis, oh, toi, ils n'avaient pas réfléchi. Et puis, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Là, je vois les yeux s'écarquiller. Et je leur dis, mais on va se mettre d'accord avec vous aussi, évidemment, c'est important. Quand moi, pendant le spectacle, je dis, posez-vous la question, vraiment, vous faites ce que vous voulez. C'est important de le savoir, vous allez voir pendant le spectacle, moi j'aime parfois poser des grandes questions, mais très souvent je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Et voilà une salle bien divisée, on va pouvoir y aller. Malraux a dit... Ça te calme tout le monde.
C'était quand je fais ça à Paris, ils me disent ouais le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et moi je les rassure en leur expliquant qu'au fond, l'arrogance c'est pas un défaut de chez nous. Et ça ne rit jamais à Paris à ce moment-là, jamais. Il y a un manque de recul chez ces gens. Malraux a dit l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. L'art, c'est le plus court chemin entre moi et vous, entre vous et moi. Et ce soir, j'ai envie de vous rencontrer, de vous connaître, enfin ceux que je ne connais pas encore. Et c'est pour ça que j'ai décidé que pendant plus d'une heure, on allait parler d'art. Je demanderais de tempérer l'enthousiasme. Il y en a qui savaient pas. C'est marqué sur l'affiche, est une œuvre d'art. Non, je vais rassurer ceux qui ne savaient pas trop et qui sont un peu inquiets. Moi, j'aime bien dire que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en parler. Ah, ça, les Français, eux, l'avaient déjà bien assimilé. Mais je vais aller plus loin. Moi, je pense que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en faire. Et ça, Georges-Louis Boucher, vraiment... Et voilà! On a encore une salle de gauche. Ah, il y a encore du socialiste à Bruxelles-Ville, hein, ouais. Rassurez-moi, il y a des gens de droite dans la salle quand même. C'est très beau ce que tu viens de faire. C'est dit, j'en ai rien à foutre, j'y vais tout seul. Je dis même s'il n'y a que moi, j'y vais, j'y crois. On va y arriver. Il y a des écolos, ça c'est sûr. Oui, de plus en plus. Hein, Bruxelles, on est bobo écolo, on y va, on vote à fond. On arrête de prendre des touillettes pour boire son café, tout ça, mais en roulant SUV, on est tranquille. Mais, oui. Qu'est-ce que je... Ah oui, alors en France évidemment, mais en Belgique c'est moins problématique. Je demande s'il y a de l'extrême droite dans la salle. Évidemment, mais même en France, quand je dis est-ce qu'il y a du FN dans la salle, du Rassemblement National, personne ne répond. Et c'est vrai que de manière générale, ces gens, c'est assez rare de les voir dans des lieux culturels. Et... Voilà, le petit sondage est fait sur la politique. J'aime bien le faire, je trouve ça assez marrant parce que comme ça, voilà, on sait un peu qui est là. Et après, moi, je suis là pour parler d'art. Et c'est pour ça que je fais très court sur la politique, parce que la politique, ça divise. Si vous dites j'aime celui-là, avec quelqu'un qui va dire si t'aimes celui-là, c'est pas possible, on va pas s'entendre. Les deux là, c'est pas sûr qu'ils vont aller en vacances ensemble. Oui, mais c'est ça. Et alors que si vous aviez parlé d'art, eh ben peut-être vous seriez hyper potes. Si vous avez, moi j'ai aimé cette exposition, l'autre il dit ah ben si t'as aimé, il faut peut-être que je découvre, que je la vois. Moi j'ai aimé ce film, tiens je te prête le DVD. Et oui, mais ça c'est la culture, ça rapproche. Et c'est pour ça que j'ai décidé il y a 10 ans de faire un spectacle sur l'art, sur la culture. Chaque partie du spectacle est divisée en art, on va dire comme ça. Tout à l'heure on parlera de cinéma. Il y a une partie sur l'art moderne et contemporain. Il y a un excellent sketch sur la sculpture antique. Et vous riez, mais moi je sais que c'est vrai. Et je voudrais qu'on attaque par un art indiscutable. On est au Cirque Royal, c'est une salle vraiment top niveau à Bruxelles. Je voudrais qu'on attaque par la musique classique. Voilà, ça c'est un art majeur, personne ne discute jamais. Vous avez entendu le morceau magnifique sur lequel je suis entré, vous l'avez même entendu 2 fois. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est beau, il faut que je l'achète. Et j'ai fait un truc que je ne l'avais jamais fait. Si vous l'avez jamais fait, tentez-le parce que c'est un grand moment de bonheur. Je me suis promené comme ça dans le rayon musique classique de la Fnac. J'avais l'impression de dégager une intelligence insolente. Les gens des autres rayons me regardaient comme ça, avec admiration, lâchaient les disques de Kenji Girac, et senti une responsabilité, j'avais pas mesuré, et je me suis dit, c'est con, hein, mais je me suis dit, il faut que je me la pète. Alors j'ai pris un air intelligent, je fais comme ça, oui, qu'est-ce qu'il y a dans les bacs Jean-Sébastien, et... Non, n'applaudissez pas. Ça, c'est vraiment trop gentil. C'est vraiment les gens de gauche. On dit, quand il est mauvais, on va l'aider. C'est super ce que tu as fait là, mais non, voilà, juste je vous le dis, voilà, vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a une règle, et c'est comme ça. Dans les spectacles d'humour, on a droit légalement par spectacle à 3 mauvais jeux de mots. Mais voilà, pour les autres. Donc voilà, je reviens à mon affaire. Et donc j'étais dans le rayon, et les gens qui aiment la musique classique, ils le savent. Ce qui est très difficile en musique classique, c'est trouver le disque quand on ne connaît pas le nom de la chanson. Ça peut te dire que tu rames, et donc à un moment, moi j'en peux plus, j'appelle le gars du rayon, je dis je sais pas, moi je cherche une musique, tout ce que je peux vous dire, ça va comme ça. Et je tente un truc, je prends un air inspiré, je dis ça fait pam 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 pam. Et il me dit mais ça,
c'est l'ouverture carnaval de Dvorak. J'ai dit, merde, il y a des gars plus forts que nous. Et hyper content, il part, il bougeait pas, j'ai une excellente version, en plus dirigée par un chef d'orchestre chinois. Voilà, en plus. Et je sais pas quoi faire de cette information, mais ça a l'air de lui faire vachement plaisir. Il attend une réponse, alors je tente un truc, je lui dis, dites donc, chef d'orchestre chinois, il dirige à la fourchette. Et... Qui a dit c'est le deuxième? Non. J'avais classé dans les bons, celui-là, vraiment. Hein. Les deux mauvais, ils sont plus loin. Non. Donc le mieux. Ah, peut-être que vous n'étiez pas concentré au début. On va réécouter le morceau, comme ça vous allez voir pourquoi je l'ai choisi. Écoutez-moi comme c'est beau. L'ouverture, Carnaval, Dvorak. Clac! Ça, c'est le grand moment. Clac! Le coup de cymbale. Sans ça, c'est vide, c'est mort, c'est inachevé. Mais la claque, on comprend tout, toute l'émotion. On comprend même pourquoi un homme décide un jour de devenir joueur de cymbales. C'est vrai qu'on ne le comprend pas. Pourquoi un type normal, équilibré intellectuellement, allez, disons, un francophone. Pourquoi vous traduirez par un nom corse? Voilà, ça marchera très bien. Pourquoi? C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil la Corse et la Flandre. Non, c'est vrai. C'est la Corse qui coûte de l'argent au reste du pays et c'est la Flandre qui donne de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est pas. On va réfléchir à ça. Pourquoi ce type, il se dit je me lance dans la musique et je le sens. J'ai le feu sacré pour un seul truc. Il faut que je devienne cymbaliste. Cymbaliste ou cymbalier. On peut dire les deux. Véridique, dans la langue française, il y a deux noms pour un métier que personne ne fait, hein, on va pas se mentir. Non mais c'est vrai, moi j'y ai réfléchi, je me suis dit, au fond, je crois que personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient 3 fois sur 3h58 de symphonie. Je pense que la cymbale doit être à la musique ce que la proctologie est à la médecine. On prend le plus maladroit qui a un peu envie et on l'oblige. C'est pas un choix de vie, quoi. Et voilà, à ce moment-ci du spectacle en Belgique, je fais un truc. Non mais c'est bien que je sache où est la voiture balai. Comme ça, mais oui, comme ça quand toi tu te marres, je sais que les autres sont devant. Et si, c'est bien. Moi, ça me permet je me cale dessus. Non, il y a un truc que je fais en Belgique, je peux pas trop le faire en France, mais si notre famille royale était un orchestre, qui jouerait au cymbale? Toujours rêvé, ça fait 10 ans que je rêve de faire cette blague au Cirque Royal. Peut-être ils sont dans leur loge. Non, mais c'est vrai, ça fait 10 ans que je fais la blague. Et alors, à l'époque, le roi Philippe était prince. Et donc les gens parfois me répondaient, ouais, le prince Philippe, et aujourd'hui plus, depuis qu'il est roi. Et franchement, ouais, mais le respect, et puis je comprends. Mais les Belges, on le sait entre nous. Le roi Philippe, tu le regardes 3 minutes sur un discours de Noël, et tu te dis, mais voilà quelqu'un qui ferait un excellent... Bien sûr. Bien sûr. Tu te dis, mais si ça se trouve, il va y arriver. Enfin, on est là, on est avec lui, c'est chevillé au corps, évidemment. Non, mais évidemment, alors les gens, alors quand c'est pas lui, ils me répondent toujours Prince Laurent, c'est sûr, oui, mais ça tombe toujours sur ce pauvre, mais ça je ne sais pas bien. D'ailleurs, quand je le fais en France, je compare toujours, parce qu'ils ne voient pas bien ce que c'est une famille royale, enfin les Français, enfin, pas en entier, bien sûr que l'on...
coupé en deux. Mais et donc je leur explique pour donner une idée. Je dis voilà, en gros, à côté des nôtres, les Monaco, c'est des intellectuels. Voilà. Ça te fout le vertige et donc voilà, c'est vrai que les gens ils répondent souvent le Prince Laurent pour les cymbales et je trouve non, je dis le Prince Laurent c'est pas les cymbales, à mon avis c'est directement proctologie. Tu vois une angoisse en Belgique, est-ce qu'on peut rire ou pas de la famille royale alors je me suis renseigné évidemment, je ne fais pas comme un con me jeter comme ça idiotement. Oui, on peut rire de la famille royale, en fait il y a une règle, c'est donnant. Voilà. Voilà, nous on paye la pension alimentaire et eux nous donnent l'occasion de rire et sont pas chiches, hein. Franchement, ah non, ça, ils font leur part du boulot vraiment. Et c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Bon, je referme la parenthèse belgo-belge et royaliste. Revenons à cette question centrale et je pense passionnante de la cymbale. C'est moi qui décide. J'ai réfléchi, je me suis dit, au fond, c'est peut-être une question d'orgueil. Peut-être dans les orchestres, il y a des musiciens qui préfèrent être l'unique, le seul cymbaliste, plutôt que d'être seulement le 5e violon. Je monte un peu le niveau. Les gens n'étaient pas prêts. Oui, ce que je ne voulais pas dire, on a bien rigolé, c'était le début, c'est Bruxelles. Important, les gens qui ne me connaissent pas bien, sachez que moi, je fais partie de ces artistes humoristes qui font extrêmement confiance en l'intelligence du public. C'est parfois beaucoup de solitude. Mais je dis pas ça pour vous, Bruxelles. Hier, j'étais à Liège. Et non, enfin, voilà. Non, vraiment. Allez, on se reconcentre. Donc, cette histoire de 5e violon et d'unique cymbaliste, ça rejoint exactement ce qu'écrivait Patrick Suskind dans La contrebasse. C'est un monologue magnifique sur la solitude d'un joueur de contrebasse. Et Suskind a cette phrase, il dit « Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf dem Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf dem Kontrabass. » Et je vous ai peut-être surestimé. Oui, mais c'est le début, hein, on se cherche. Non, on se cherche. Non. Ce qu'on va faire, on va aller ensemble à la grande question. Et je n'ai pas la réponse, mais je pense que le nœud du problème, c'est des joueurs de cymbales. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Et oui, parce que déjà, normalement, on n'en connaît pas. Alors, je vous ai charrié, évidemment. Mon public est toujours plus cultivé que moi, alors je le tente. Si vous deviez citer un seul nom, vraiment, votre joueur cymbaliste préféré, celui dont vous ne ratez jamais la sortie du nouvel album solo. Il n'y a pas un nom qui jaillit, hein. La star, le plus connu au monde, c'est lui. Ça va. Ça, c'est la star. Merci. Non, évidemment, ma question plus précise, et si je veux l'intellectualiser, je dirais pour vous, qui serait le Rostropovitch de la cymbale? Rostropovitch, quand on dit violoncelle, c'est celui qu'on cite parce qu'il a marqué l'histoire. Nous sommes devant le mur de Berlin. Le 11 novembre 1989, c'est le plus grand violoncelliste slave. Il s'installe au pied du mur, il pensait jamais voir son pays se libérer, et il joue du Bach. Imaginez si la même envie était arrivée au plus grand cymbaliste soviétique. C'est bien le premier rang parce que on entend mieux. Et imaginez si Gorbatchev avait entendu ça. Non mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ce boucan? Ce type est complètement à l'ouest. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Il y a une référence historique dedans. Ça c'est la tache de vin. Bon, ok. La blague sur Gorbatchev, c'est la blague qui divise les générations. Si vous avez ri à la blague sur Gorbatchev, c'est quand même que peut-être
vous n'êtes plus si jeune. Et quant à moi, j'ai craqué, j'en ai acheté. Et j'en ai acheté pour mieux comprendre, parce que, comme le disait si justement Patrick Suskind, et toujours dans la contrebasse, mais avec une pointe d'humour tellement germanique, il disait Kontrabass spielen ist ein Kraftsache mit Musik. Das erst einmal nichts zu tun. Et ouais, mais c'est pas tout à fait faux. Et j'ai le sentiment d'en perdre avec Suskind. Oui, mais les amis, on est une équipe, c'est ma dernière, j'ai envie que vous me trouviez sympa, je peux pas vous laisser comme ça. Je vais vous faire un cadeau, je vais me rattraper, je vais vous faire un cadeau à tous, autant que vous êtes ce soir. Je vais vous offrir une formation au cymbale. Voilà, alors profitez-en, parce que ça passe pas souvent. Allez, on y va. C'est pas pratique pour tout. Oui, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais si dans la salle il y a des adolescents comme ça, 15-16 ans, qui souhaitent se lancer dans une carrière musicale, je donne un vrai conseil, pas de masturbation au cymbale. Extrêmement douloureux. Alors, lançons-nous. Première leçon, où est le Do ? C'est un fa dièse. Je déconne, j'en sais absolument rien. On va pas se mentir, en fait, il n'y a qu'une note. Et a priori, c'est le cling. Le cling, bien sûr. Alors attention, à ne pas confondre avec sa variation frottée. Tu es avec nous, c'est bon ? Je peux passer à la batte suivante. La variation frottée, le ch. Hein, ça, faites bien la différence entre cling. Ben voilà. C'est bon. Vous êtes complètement formés. Je peux donc, non, je vais vous prouver que ça fonctionne dans cette salle magnifique où j'ai toujours rêvé de jouer. Je vais vous jouer au hasard une œuvre du répertoire uniquement au cymbale. Ben, ça, vous allez voir, c'est un beau moment de music hall. Alors attention. Ah ben, voilà. On joue français. Maurice Ravel, le concerto pour la main gauche. Les amateurs de comiques visuels se régalent. Alors, écoutez, bon, on se connaît depuis 10 minutes, Bossel, mais j'ai envie d'être honnête avec vous. Maintenant, ça fait 10 ans, je peux le dire. Moi, au départ, je voulais apprendre à jouer un instrument de musique, mais ça m'était égal lequel. Tout ce qui comptait, en fait, une mauvaise idée, mais c'était pour séduire les femmes. Parce que nous, les garçons, on s'est déjà tous fait piquer un jour un coup potentiel par un jeune guitariste. Ouais, mais même un mauvais. Et non, alors aujourd'hui, je peux le dire avec l'expérience, c'est vraiment une sale race, les guitaristes. Mais voilà. Mais non, ça m'arrive plus parce que quand on m'invite en soirée, je préviens pas, mais j'embarque. Je repère une charmante demoiselle et je joue un truc romantique. C'est pas... C'est rock voisine. Tout seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve est drôle. Ça me touche, mais tellement, d'avoir une salle de mélomanes, mais... Tenez-vous bien parce que ça va vous étonner, je n'ai pas beaucoup conclu avec cette version, à part un transsexuel néo-zélandais. C'est surprenant, hein, c'est une sorte de rugbyman en perruque blonde qu'aurait bien aimé le côté tribal de mon interprétation. Je l'ai poliment éconduit. Non, pardon, oula, je l'ai poliment éconduite.
hein, bien sûr. L'accord du participe dépend de votre ouverture d'esprit. Je laisse un peu plus de temps pour celle-là parce qu'elle est plus compliquée. Je pense que tout le monde l'a eu. Enfin voilà, pour terminer cette histoire, ce soir-là, je suis rentré seul, avec les cymbales. C'est comme ça que je sais. Et merci pour ce rire gras, parce qu'au final, comme le pensait si justement Patrick Suskind, en écrivant l'un de ses plus célèbres textes, « Scheiße Contrabass !» Ça me fait tout bizarre de déposer les cymbales pour la dernière fois. C'est le sketch qui m'a fait connaître un petit peu, merci. Ça va, tout va bien, j'ai perdu personne. Non, j'ai mis tout l'allemand dans le premier sketch, comme ça on en est débarrassé. L'art, ça vous va toujours? Bon, c'est pas le bagarre. Mais non, mais c'était déjà comme ça il y a 10 ans. C'est-à-dire que quand j'arrive en disant j'ai envie de faire un spectacle sur l'art, les gens disaient mais peut-être si tu veux réussir, trouve une autre thématique. Et je me suis battu et au fond, maintenant, vous êtes là, vous êtes nombreux et c'est vrai que vous êtes quand même toujours les mêmes. Vous venez au spectacle comique avec la certitude de rire, l'envie de rire en tout cas, et vous vous dites on va se détendre, on peut laisser notre cerveau à la maison. Et oui, mais j'ai eu des accidents, donc. Mais non, moi je viens systématiquement avec mon cerveau de secours. Donc s'il y a le moindre souci, vous levez la main, je vous l'envoie, on se le passe. C'est le mien, c'est le mien. Il est très très bien, hein, 82 milliards de neurones. C'est le maximum, c'est le maximum. Est-ce que dans la salle, il y a des lectrices de Marc Lévy? Faites gaffe, si vous le... 82 milliards, ça tire, hein, c'est pas contre vous, c'est pas contre lui, mais vous pourriez découvrir des mots. Et... C'est pas bien. Non, c'est pas bien. En plus, j'ai fait un truc qui est vraiment pas bien. Personne n'a relevé, mais j'ai dit lectrice. Et ça, c'est pas bien. Là, quand même, MeToo est passé par là depuis 10 ans. Non. Donc voilà, les fémènes, si vous voulez intervenir, c'est maintenant. Parfois, ça marche. Et... Non, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Merci pour la soirée est bien entamée. C'est vrai que je me suis pas vraiment présenté, je pense que la plupart des gens me connaissent, mais malgré tout, je voudrais le faire parce que c'est vrai que souvent quand les gens ils se présentent, ils donnent leur qualité. Et je pense que c'est une erreur. Quand on se présente, il faudrait donner ses défauts. Comme ça, on voit si ça match entre nous. Alors je vais le faire, je vais donner mes défauts. Oui, c'est vrai, j'aime lire du Thomas Mann. Oui, j'aime les films d'Igmar Bergman. Et je suis assez touché par la musique de Schumann. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est baiser des salopes. Et si. Et là, la culture, je m'en fous. Je demande pas ce qu'elle lit. Je demande même pas si elle sait lire. Non, mais pour vous dire à quel point je m'en fous, si pour terminer ma vie sur une île déserte, j'ai le choix entre Pamela Anderson et Marguerite Duras, c'est Pamela Anderson. Alors, il y a toujours des gens qui me disent « Ah, elle est plus comme ça. » Marguerite Duras non plus. Hein. Non, bon, l'écran, c'est un peu le résumé du spectacle. J'aime bien dire ça parce que parfois, les humoristes, on vient les voir et on ne se souvient plus de quoi ils ont parlé. Moi, j'aime bien que vous partiez avec quelques images. Tout à l'heure, on a vu Rostropovitch. C'est de la grande culture. Ici, on voit Pamela Anderson, c'est un autre genre. Donc voilà, par moment pendant le spectacle, on va apprendre des choses. Et puis de temps en temps, moi, je glisse une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Important, on va un spectacle bien équilibré. Il n'écoute plus rien ici. Mais tu ne me regardes plus. Tu n'en as plus rien à foutre de moi. Enlève, on perd un client. Voilà. Hein. Ah voilà ce que tu as maintenant. J'en étais où? Baiser des salopes, tu l'as bien su, mais oui. Je vois que tu l'avais. C'est ça, parlons de femmes. Oui, alors ça n'a pas toujours été facile pour moi, je le dis. Moi j'ai eu quelques amourettes. Épiphanie, un 6 janvier. Épiphanie. Oh. Pour un humoriste tomber sur une Fanny un 6 janvier, c'est des heures de rire. L'autre, elle demande des explications à ta papy. Tu l'as pas eu, hein, Épiphanie? Ouais. Faites un groupe de travail. Nous, on continue, et dès que t'es avec nous, tu relèves la main. Je t'avais mis pas loin pourtant, je savais que tu venais, je me suis dit, il est disponible.
Voilà, tu l'as, non, non. Non, mais voilà, avec Fanny, du coup, on a vécu une grande, belle histoire d'amour, malgré les blagues, jusqu'au drame. Elle a voulu un enfant. Moi, j'ai pas pu lui cacher longtemps une légère pédophobie. Très, très rare hein, pour un Belge catholique. Et c'est la blague qui cartonne le plus en France. Je vous demande pardon. En Belgique, il y a toujours une tension. Non, mais la pédophobie, c'est pas interdit, c'est une maladie, c'est les gens qui ont peur. Les gens qui ont peur d'avoir des enfants, la responsabilité que ça représente. Et donc, j'ai essayé de la dissuader. Je dis, voilà, écoute Fanny, d'accord, on fait un enfant, mais toi, tu t'en occupes. Moi, je veux bien être le parrain. Les hommes, on est comme ça, quand on s'engage, on s'engage. Et en tant que... N'applaudis pas, tu es démasqué. À côté, elle pleure. Et donc voilà, j'ai continué, parce que le parrain, il peut choisir le prénom. Donc je me suis dit, je vais encore mettre une petite couche. Et j'ai dit, écoute, c'est très important pour moi, quoi qu'il se passe, je veux qu'on l'appelle Jean-Pierre. Je me suis dit, Jean-Pierre, il y a quand même 15-20 ans qu'on n'a plus trop entendu ce prénom. C'est très rare qu'on croise un ami avec une poussette. On dit, oh, il est mignon, hein, le gamin. On dit, ouais, c'est Jean-Pierre. On est dans le creux du Jean-Pierre en ce moment. Je dis pas qu'il va pas revenir, mais là, il s'emmerde avec le Marie-Christine. Et non, c'est vrai. Et donc, mais elle me dit, écoute, si c'est que ça, c'est bon. J'étais coincé. Et elle a eu raison d'insister. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que je suis devenu l'heureux parrain d'une petite fille et bon, qui a juste quelques difficultés avec ce prénom Jean-Pierre, mais moi, je suis comme ça, je suis carré. Bon, on va continuer l'art. On avait commencé par la musique classique. Maintenant, c'est peut-être une des parties que je préfère du spectacle, puisque nous allons parler d'art moderne, contemporain, conceptuel. Je trouve toujours intéressant d'en débattre. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais je vous dis juste une chose. Toutes les œuvres qui vont être projetées derrière moi sont des œuvres qui existent. C'est mieux de le savoir avant. Vous allez vous poser la question à un moment. Tout est vrai, j'ai rien inventé, mais c'est moi qui les ai choisis. On y va, on va essayer de balayer presque une soixantaine d'années d'art moderne et contemporain. On attaque par un premier artiste. Voilà, oulala, voilà. Un type qui aujourd'hui aurait une photo de profil Facebook comme ça. On clique refuser comme ami, c'est direct. Mais ici, c'est un des plus grands artistes contemporains allemands, c'est Joseph Beuys. Joseph Beuys, il est connu en partie pour ses happenings, happening performance en français. Donc c'est l'acte physique qu'il est en train de faire, qui est filmé, qui est photographié, qui sera considéré comme une œuvre d'art. Et ce happening-ci est un de ses plus célèbres et s'intitule « Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort ». C'est tout le titre, hein. Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort. C'est long, mais il y a beaucoup d'infos dedans. Hein. Donc, alors, certains ont l'air perplexes. Je vais essayer de vous montrer ce que ça pourrait donner. Donc, on s'imagine, hein, on est dans une galerie d'art, il y a des tableaux, et il y a notre ami Joseph qui se balade, le visage recouvert de miel et de poudre d'or. Voilà, normal. Et il se dit, je suis déjà pas mal. Mais je sens qu'il me manque... c'est rien, hein, mais... Et là, il réfléchit, et c'est vrai, ça tombe sous le sens, il manquait un lièvre mort. Et... Ouais, ces gens ne pensent pas comme nous. Hein. Et... commence à lui causer. Et il raconte un peu des trucs. On ne sait pas très bien, c'est pas clair sur la vidéo, mais moi, je peux vous dire une chose, parce que ça, je le sais. Il faut déjà en fumer de la toute bonne... Si, parce qu'il faut déjà en fumer de la très bonne pour se mettre à parler spontanément avec un lièvre qui serait vivant déjà. C'est rare, hein. Une fois qu'on a bien parlé carotte, c'est assez vite pénible, ça je peux vous le dire. Mais voilà, mort, on est à un stade... Voilà, mais on ne va pas s'acharner sur lui, découvrir l'entièreté de son œuvre, Joseph Beuys, formidable. On va gagner 10 ans. Les années 70, les années 70, un autre artiste, un artiste italien, Gino De Dominicis. Fantastique, c'est un artiste vidéaste. Je dis ça parce que c'est une photo extraite d'un film qu'on diffuse dans les musées d'art moderne. Moi, j'ai vu le film en entier au Pompidou de Metz. On est assis sur des petits bancs comme ça, une grande télé, on regarde, on est concentré. Le film dure 20 minutes en plan fixe. La caméra ne bouge pas pendant 20 minutes. Ça, je pense, c'est dû au fait que personne ne voulait travailler avec lui. Ben oui, mais quand t'as pas d'amis, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu poses ta caméra,
tu l'allumes et tu fonces toi-même te mettre devant. Pendant 20 minutes, sans discontinuer, il fait ça. Je vais vous le faire en accéléré, hein, mais le film, tenez-vous bien, le film s'intitule « L'espérance d'un envol ». Mais non, vous me croyez ou vous me croyez pas, il n'a jamais décollé. C'est long, 20 minutes. Il y a des épisodes de Derrick plus passionnants que ça. Alors, je vois dans le regard de certains, il y en a qui se disent, mais bon Dieu, est-ce que c'est de l'art ? Mais la question elle est bonne, À partir de quel moment c'est de l'art ? C'est toujours intéressant, c'est presque une question philosophique. Les deux premiers que j'ai montrés, certains ont aimé, c'est sûr, certains ont détesté, c'est probable, certains ont trouvé ça rigolo, certains ont trouvé ça ridicule, mais il y a eu une émotion. Et l'art, c'est peut-être juste ça. C'est un artiste qui propose et un public qui crée une émotion. Même du rejet, vous avez le droit. On est peut-être dans une émotion artistique. On en parlera après. Je voudrais d'abord vous montrer un troisième exemple. Je vais vous montrer un artiste japonais. Toujours très prometteur, ça. Et vous n'allez pas être déçus. Ça se passe dans un musée. C'est mérité, c'est mérité. Il est quand même passé à travers du papier. Fallait le faire. Et le truc le plus fou, c'est qu'après, ils ont vendu très cher le papier. Et que l'autre, il avait tout pété. Peut-être l'acheteur a pas fait gaffe. Peut-être c'est Ray Charles qui commençait une collection d'art moderne, on ne sait pas. À l'heure qu'il est, on ne sait pas. Alors, moi, j'en ai vu beaucoup des artistes, des œuvres, des happenings. Pour préparer ce spectacle, je ne connaissais pas grand-chose. Et il y a un moment, en voyant tous ces gens, je me suis dit, mais bon Dieu, Alex, est-ce que c'est malin de leur montrer que des gens beaucoup plus marrants que toi ? Pas con le Belge. Et donc, je me suis dit, peut-être c'est bien qu'on continue à parler d'art, mais sous une autre forme. Et j'espère que ça va vous plaire, le Cirque Royal. On va le faire sous la forme d'un quiz. Donc, je pose des questions. Vous, une seule équipe Bruxelles. Vous me donnez les réponses. En cas de doute, d'inquiétude, de questionnement, vous pourrez faire appel à un ami. Personne n'a rien demandé, c'est que tout va bien. Allez, on y va, on se concentre. Première question. Attention. Très très beau silence. Silence typique, maintenant je le sais avec l'expérience, typique des salles de gauche. Si, parce que c'est un silence de concentration, et je pense que c'est toujours en partie ça, la gauche, toujours une vraie envie de bien faire au début. Après, oh là. Mais le point de départ, vraiment, est bon, on n'est pas là pour parler de ça. La question est la suivante, attention. Lequel des deux est un tableau fauviste ? Attention, il y a un piège. On vous la fait pas, Bruxelles, vous êtes au taquet. Le tableau fauviste, c'est celui de... Oh, la culture, merde, vous êtes vachement fort. Un point pour vous, magnifique. Tableau d'Henri Matisse. Un tableau qui s'intitule « La femme au chapeau ». Exactement. La femme au chapeau. Et c'est là qu'on voit qu'il avait tout donné, vraiment, sur les couleurs. Et pour le titre, il s'est dit « J'en ai rien claqué ». C'est une femme, un chapeau, terminé. Et l'autre, voilà, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. Tableau, évidemment, hommage au douanier Rousseau. Très connu, le douanier Rousseau. C'est une des stars, on va dire, de l'histoire de la peinture. Et c'est bien normal, puisque le douanier Rousseau, c'est tout simplement le plus grand peintre naïf. Voilà. Probablement, d'ailleurs, qu'il était un peu plus naïf que douanier. Ah non, on n'est pas là pour se moquer des peintres. Ça, c'est très important. C'était pas clair, peut-être. Enfin, pas de leur talent de peintre, voilà. Parce que voilà, qui je suis. Mais bon, si vraiment vous voulez qu'on se moque du douanier Rousseau, je peux le faire.
mais alors voilà, de ses connaissances en sport. Un de ses tableaux les plus importants qu'il a appelé Partie de football. À moins un hommage anticipé à Thierry Henry, mais sinon, je ne vois pas. Allez, on se reconcentre. Bruxelles, vous êtes bien, vous avez un point. Je peux monter le niveau avec vous. On peut passer à la deuxième question, qui n'est pas facile. Hein. Il faut attendre la question. Je me bats depuis 10 ans pour monter le niveau de l'humour. Et là, vous vous marrez. On dirait le public d'Hanouna. Excusez-moi, mais... Vous êtes bien calmé, ça. Lequel des deux? Il y en a qui me voient arriver. Quel des deux est une pipe? Oui, mais j'ai dû grimer, parce qu'ils avaient mis la réponse, les cons. La pipe, c'est celui de... Autant le fauvisme, ça n'avait pas passionné tout le monde. Autant là, vraiment, on est sur une belle thématique fédératrice. Bien joué Bruxelles, je vous reconnais bien là. Fier de vous. Ah, les Français à la télé vont dire, putain, on va vraiment habiter là, ouais. Excellente réponse, oui, évidemment. Mais il y a une explication artistique. Parce que moi, j'aime pas le grivois, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Déteste ça. Explication artistique sur le tableau. Tableau de René Magritte, évidemment, il y a la réponse. Mais qu'est-ce qu'il a voulu prouver, Magritte, le surréaliste? Avec ce tableau, il a voulu prouver au fond que c'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art. Et ce n'est pas une pipe. C'est pour ça qu'il a écrit dessus. Tandis que sur la photo, on le voit, c'est plutôt la demoiselle qui fait l'action. Et c'est le meilleur du spectacle, celui-là. Et donc, voilà, c'est une pipe. Et ce n'est pas une œuvre d'art. Voilà. Dans la grande majorité des cas, non. Voilà. Non, ça c'est vraiment quelque chose que vous allez régler chez vous. Par équipe de 2, vraiment. Les plus chanceux, par équipe de 3. Mais voilà. Vraiment, faites comme vous le sentez. Allez, on se reconcentre. Vous êtes très très bien à Bruxelles. Je peux monter le niveau encore avec cette troisième question. Ça rigole beaucoup moins déjà. Lequel des deux est un monochrome? Celui de... Oh oui, vous n'avez pas crié parce que vous n'êtes pas sûr. Mais quand même, vous avez une excellente réponse. Monochrome bleu d'Yves Klein. Mais le piège, évidemment, c'était... On aurait pu dire les deux, parce que l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau important dans l'histoire de l'art. En 1950 à peu près, c'est le premier dans sa catégorie, c'est le premier achrome. Donc pas un monochrome, un achrome aprivatif, chrome couleur, tableau sans aucune couleur de Piero Manzoni, qui deviendra plus tard l'un des grands maîtres de ce qu'on va appeler l'art pauvre. Voilà, en gros, ce type est à la peinture, ce que Pénélope Fillon est à l'assistanat parlementaire. Il n'a pas vraiment essayé, mais même à Bruxelles, vous êtes au courant, les pauvres sont foutus. Ils vont aller en Hollande. Donc voilà, moi j'aime pas me moquer de ce genre de tableau. J'aime bien proposer, et puis vous ramenez ça chez vous et posez-vous les questions. C'est le genre de tableau qu'on peut pas acheter, ça coûte une fortune. Mais en revanche, on peut prendre les questions qui posent sur la société. Pourquoi, dans les années 50, il y a un type qui se dit ce que je veux peindre du monde, de la vie d'aujourd'hui, c'est un tableau blanc. Et c'est intéressant ça. Et c'est pour ça que je ne vais pas me moquer de l'art pauvre, qui est un courant artistique italien, un peu plus tard, fin des années 50, début des années 60, arte povera. Et tous les artistes cherchent la limite justement de l'art. Et il n'y a pas que des peintres, il y a aussi des sculpteurs. Je vous ai apporté une sculpture d'art pauvre, comme ça vous avez une idée. Oui, mais c'est vrai que souvent, quand on mange une salade, on se dit, oh, c'est emmerdant, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a un petit caillou dedans. Eh bien, ici, on le retrouve quand même beaucoup plus facilement. Et tant que je vous sens passionné par l'art pauvre, sachez qu'il y a eu peinture, il y a eu sculpture, il y a eu de la musique. Et c'est intéressant dans une partition. Rigolez pas parce qu'il l'a déposé. C'est John Cage qui a écrit ça. Ça s'appelle 4 minutes 33.
C'est la durée exacte si vous jouez comme c'est indiqué. Alors le mieux, comme c'est de la musique, qu'il faut ressentir un petit peu l'émotion, on va s'écouter un extrait ensemble. Voilà. Et chaque fois, ça me prend. Bon, j'ai choisi le meilleur passage parce que tout n'est pas exceptionnel. Mais revenons au tableau tout blanc. Je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment ça se fait qu'en quelques centaines d'années, on passe de la Joconde, chef-d'œuvre absolu, à un tableau tout blanc? Eh bien, j'ai fait des recherches. Et ce que je vous dis est absolument vrai. J'ai détricoté la pelote de la chrome, on va dire comme ça. Tout commence avec les impressionnistes, avec Monet, quand il peint ce tableau-là, Monet. Tableau qu'il appelle l'entrée de Giverny sous la neige. Tableau qu'il aurait pu se contenter d'appeler Chouette et à la neige. Et évidemment, il y en a toujours un qui va me dire attention, Alex, c'est pas un acrome. Excellente analyse, ce n'est pas encore un acrome à proprement parler, mais on sent quand même déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous conduit en 1915, il y a à peine 100 ans, en Russie, avec Malevitch. Malevitch qui peint ce tableau-là. Tableau qu'il appelle « Carré noir sur fond blanc ». Pas beaucoup plus honnête comme titre d'œuvre. Et voilà, moi j'ai pas d'avis de nouveau. Je vous propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez, posez-vous les questions. Petite anecdote, ça c'est intéressant de le savoir. Sachez que Malevitch lui-même était pas hyper content de son travail. Et ça, je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Quand on regarde, on se dit, bon, il n'avait pas dépassé. Et donc il s'est retiré, et c'est véridique, il s'est retiré, cloisonné chez lui pendant 3 ans. Il n'est pas sorti de son domicile pendant 3 ans, de 1915 à 1918. Il n'y avait rien de mieux à foutre en Europe entre 15 et 18. Je vous laisse seul juge de son héroïsme, mais en 18, il sort, il dit arrêtez tout, j'ai trouvé, ah Malevitch, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit j'ai compris, je vais faire plus sobre. Écoute mec, non, c'est pas tant ça, nous qu'on t'avait reproché jusque-là. Et ici, si je sais, je vais plutôt faire carré blanc sur fond blanc. Voilà, 3 ans de réflexion. Vous en voulez de l'emploi fictif, moi je vous en dégote. Et là, il faut quelques années pour que Manzoni voit ce tableau et se dise, mais tu sais quoi, je vais te le terminer, je vais te le peindre, le carré, et boum, je te fais le tableau tout blanc, l'acrome parfait. Et là, début des années 50, on est en droit de se dire que peut-être on est arrivé au bout du bout. Eh bien, c'était sous-estimé. Lucio Fontana, grand artiste italien qui a suivi Manzoni, dont c'est l'idole à peu près si vous voulez, et il veut faire mieux que son prédécesseur, et il réfléchit, il dit qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc, je veux faire mieux, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc, et il trouve, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. Génial, génial, et assez pratique à réaliser, hein, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à l'atelier à 9h pile, 9h20, 25, il est à l'apéro avec les amis, le tableau est en train de sécher. Et là, dans la salle, normalement, les intellos de gauche se disent « Mais comment ça se fait qu'un artiste en vienne à vouloir traverser sa propre toile ?» Les gens de droite, là, il se dit « Mais combien ça vaut un truc pareil ?» Oui, mais les deux questions sont vachement complémentaires, il n'y a pas de jugement. Tout le marché de l'art fonctionne sur ces deux questions. Mais le gars est travailleur. Fontana, le lendemain, il est à l'atelier à 9h pile, avec une nouvelle question. Il se dit « Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans ?» Tableau blanc avec 3 coups de cutter dedans. Ah, les grands artistes, on les attend là et paf, ils sont là. Le lendemain, il revient à 9h et il dit qu'est-ce qui est mieux que 3? 6 coups de cutter dedans dans tous les sens. Sortez d'une soirée bunga bunga, j'en sais rien. Fantastique, c'est merveilleux. Ah non, non, et puis, mais ils se connaissent bien les deux. Manzoni, Fontana, c'est les deux stars avec une forme de succession dans l'art pauvre. Comment je vais comparer? On va dire c'est Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Voilà. Non, si, j'aime bien. Non, c'est important aussi que je fasse de temps en temps un petit peu un lien avec la culture populaire. Je me dis, on ne sait jamais s'il y a quand même des auditeurs de Bel RTL qui seraient venus. Et vous sous-titrez Europe 1 en France. Et donc voilà, comme ils se connaissent, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, ben, il ne sait pas ce qui se passe. Mais un matin, il se dit, je vais aller voir mon pote, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Il se dit, je vais y aller pour 9h, hein, pour être sûr de ne pas le rater. Et
Il ouvre la porte de l'atelier, il tombe là-dessus. Il se dit merde, il est fort. Et il se dit mais si c'est comme ça, moi j'arrête la peinture, je suis complètement dépassé. Je ferai jamais mieux que ça. Mais il accepte le challenge. C'est là qu'on voit les génies, il dit c'est pas grave, j'arrête la peinture, mais attention, j'ai encore pas mal de bonnes idées. Et ça, quand il y a un gars capable de peindre un tableau tout blanc et qui te dit attention, j'ai encore pas mal de bonnes idées, tu sens que tu vas pas être déçu. Nous sommes en 1961, Manzoni se lance dans l'art plastique. Il crée une œuvre grande comme ça qui va marquer l'histoire de l'art. Et c'est ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'italien. Hein. Et à l'intérieur, c'est absolument ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90, numéroté de 1 à 90, 90, 30 grammes dans chaque. Et là, il s'est dit, mon bonhomme, viens toujours les mettre les coups de cutter dedans. Génie absolu, génie absolu. C'est vrai que quand je montre cette œuvre depuis 10 ans, il y a des gens à la sortie qui viennent me dire « Mais c'est pas possible, Alex, celle-là, tu l'as inventée. » Bien sûr que non, je ne l'ai pas inventée. Il y a une de ces boîtes au Centre Pompidou à Paris, il y en a une au Musée d'Art Moderne à New York, il y en a aussi chez des collectionneurs privés, parce que ça arrive, et c'est comme ça qu'on peut avoir une idée du prix. Ça passe rarement aux enchères, mais la dernière, c'était il y a 7 ou 8 ans. Elle est partie à l'époque à 120 000 euros. 30 grammes. 120 000 euros. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, voilà, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Je dirais, voilà, réfléchissez, ramenez ça chez vous. Je dirais peut-être même pensez-y au moment de tirer la chasse. Faites un petit calcul de ce qui va passer. Pesez pas. Faites une règle de 3 approximative. Manzoni est décédé à 31 ans. On a raté pas mal de belles choses encore. Paix à son âme. Et je vous disais tout à l'heure que si j'aime l'art moderne, c'est parce qu'il interroge le monde. Et cette œuvre-là, je l'aime particulièrement parce que, au-delà du monde, elle interroge l'art moderne lui-même. C'est presque une méta-œuvre, parce qu'elle pose la question qu'on se pose tout le temps en lien avec l'art moderne, la question du « mais alors, est-ce qu'on peut tous être artistes ?» Attendez, parce que c'est la dernière, j'ai une fulgurance. Ou alors, peut-être que tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Je suis à ça de l'AVC. Je vais prendre un dafalgan, je reviens. Alors, je voudrais parler dans ce spectacle dédié à l'art, un tout petit peu de sport. Je voudrais vous citer quelqu'un d'important. Je voudrais vous citer du Fernandez. Du Luis Fernandez. Grand joueur de foot, mais aussi penseur par intermittence. Il a vraiment dit cette phrase, vous pouvez vérifier. Il a dit, en compétition, il y a toujours un premier et un dernier. L'important est de ne pas être le deuxième de soi-même. Démerdez-vous avec ça. Et c'est vrai que je sais que le spectacle, le mien, par moments est exigeant. On a quand même cité Malraux, mais on aura aussi cité Fernandez. Et on se rend compte, aux surprises, au fond, que Malraux est beaucoup plus accessible. Mais c'est une grande claque. Après, moi, j'aime le foot. C'est pas mon sport préféré. Mon sport préféré, c'est un peu gênant, mais je le dis, c'est la tauromachie. Ça se rapproche de l'art, mais il y a des gens qui détestent ça. Je ferai très court là-dessus. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé à Séville, capitale par excellence. Alors,
mes potes, ils m'avaient dit, viens la veille, on va t'emmener voir un spectacle de flamenco, tu vas adorer. Et moi, je connaissais pas, j'étais très déçu, je vous le dis. Flamenco, c'est nul. À la fin du spectacle, on ne tue pas la danseuse. Et elle avait bien mérité. Et elle fait un boucan avec ces merdes là. Et le lendemain, je suis allé voir une corrida, j'étais venu pour ça. Et c'est vrai que moi, j'avais vu des corridas étant gamin, j'étais tout petit, quand on m'a emmené voir les premières corridas. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais j'ai même vu, il y a une trentaine d'années, les adieux de El Cordobés. Je ne sais pas si ça parle, c'est le torero du siècle. Moi qui l'ai vu, je peux vous dire, celui qui remplacera El Cordobés n'est pas encore né. Et là, tout le monde ne l'a pas eu. Hein. Là, on en a laissé sur le bord de la route. Toi, fais attention, c'est sur un claquage. Attention. On va se donner une deuxième chance. Attention, concentrez-vous, c'est le dernier mauvais, donc le ratez pas. Celui qui remplacera El Cordobés n'est pas encore né. Ok, je peux faire ça pour t'aider vraiment jusqu'au bout, mais après, on est bon. Là, il n'y a plus de mauvais jeu de mots, vous pouvez arrêter de compter. Vous avez compris, j'aime la corrida. Et j'aime la corrida au point que je pousse ma gamine à en faire. Pour Noël, c'était Noël il n'y a pas longtemps, j'ai fait un beau cadeau. J'ai dit, voilà, écoute, Jean-Pierre... ne s'y fait jamais. Je lui ai offert comme ça une grande boîte de cure-dents et un chien. Et c'est le kit débutant. Hein. J'ai pas l'envoyé avec les taureaux, ça. La gamine, elle commence. Et pas n'importe quel chien, bien évidemment. Hein, comme elle débute, j'ai offert un teckel. C'est mieux, le chien bien long. Comme ça, quand il passe, bon, c'est moins de chances de le rater. Et... ça jette toujours un froid. Il y a la moitié de la salle qui dit « Ah, il n'aime pas les animaux. Quand on n'aime pas les animaux, c'est qu'on n'aime pas les hommes. Ah, les véganes, on va bien se calmer. » Non, et je vais vous dire une chose. Je fais partie, moi, des gens qui pensent que l'animal nous est supérieur. Voilà, je le dis comme ça, il était là avant nous, j'espère qu'il sera là après nous. Et ceux qui ont applaudi, c'est qu'ils sont d'accord avec moi. Je vais vous donner un argument, je l'ai découvert moi-même. Il y a une étude scientifique de l'Université de Marseille qui dit qu'en moyenne, un bébé dauphin est plus intelligent qu'une gamine de 15 ans. En moyenne. Hein, non, mais, je vois les gens qui disent « pas la mienne ». Non, en moyenne. Et comment ils ont vu ça? Parce que là aussi, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Eh bien, ils ont suivi les deux groupes pendant un long moment et ils se sont rendus compte d'un truc. Aucun des bébés dauphins n'est venu demander à se faire tatouer une gamine de 15 ans sur l'épaule. Eh oui. Voilà. On va passer au dernier art. J'aime bien terminer par celui-là parce que c'est peut-être le plus populaire parmi ceux que je traite. Je voudrais qu'on parle de cinéma. Je vous l'avais promis, on va parler de cinéma. Et je voudrais qu'on dédie la partie cinéma à un seul film. Je voudrais qu'on parle de Mort à Venise. Qui a vu Mort à Venise? Oui, ça va, il y a des doigts, des applaudissements, super. Voilà, on va dire, voilà, il y a un 15%, on va dire. Je vais récupérer les autres. Qui a vu les bronzés font du ski? Voilà, super. Non, tout le monde voit bien ce qu'est le cinéma. C'est ça qui m'importait moi. Mais il faut avoir vu les deux. Les intellos, oui, mais moi je pense que la culture c'est ça. C'est le très pointu et le très populaire. Et aucun des deux ne doit snobber l'autre. Donc on va parler de Mort à Venise. Ceux qui l'ont pas vu, j'espère que ça vous donnera envie. Ceux qui l'ont vu, vous m'arrêtez si je dis une connerie. Je vais être très honnête avec ceux qui ne l'ont pas vu. Ne vous attendez pas à une grosse poilade. À aucun moment. Film magnifique, mais on peut critiquer aussi les chefs-d'œuvre. Moi, je trouve ça intéressant, parce qu'il faut dire une chose, c'est peut-être un film magnifique, mais c'est le plus mauvais titre de toute l'histoire du cinéma. Mort à Venise, il y a la fin dans le titre. C'est pas bien malin, parce que nous, depuis le début, on suit le même gars, il est dans tous les plans, on est avec lui. Il y a un moment où l'on se dit, toi, il va t'arriver quelque chose. On a une petite idée de dans quelle ville, éventuellement, ça pourrait frapper. Et l'autre imbécile, à un moment, il arrive à Venise. Et toi, t'es là devant l'écran, t'as envie de dire « Casse-toi, mon gars, va ailleurs, fonce dans une ville moche, va à Tubize. » Personne n'écrira jamais « Mort à Tubize », vous voyez, à part dans la dernière heure. Mais enfin, voilà. Faut donner envie. Le Parisien, on va dire.
pour les Français. Et, non, il faut donner envie, évidemment, de voir le film. Et je vais prendre un autre exemple, peut-être ça va vous parler plus. Film que tout le monde a vu, le film Titanic. Le titre, c'est Titanic. À moins vraiment d'être une énorme truffe. En histoire contemporaine, on se doute que, a priori, c'est pas sûr qu'il arrive, le bateau. Et pourtant, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau humain. À chaque fois qu'on le re-regarde, on espère. On est là chez soi, on dit, attention Leonardo, attention, il y a un iceberg. Ah, oh non, encore raté. Il y a Céline Dion qui va encore chanter. On en est là. Non, bon titre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bon titre. Y a-t-il un pilote? Ça a l'air con, on n'aime pas le film, mais c'est un bon titre. Y a-t-il un pilote dans l'avion? On a envie de savoir. C'est un film qui a eu énormément de succès, là, encore récemment en Malaisie. Et... Non mais, qu'est-ce que l'on aurait pu faire pour gagner en suspense? On aurait pu titrer « Mourra-t-il à Venise ?» Ça coûtait rien, mais il y a plus de suspense. On m'a dit, mais oui, t'es con, Alex, tu peux pas jeter le titre d'un des quand même plus grands écrivains du siècle précédent, c'est Thomas Mann, et moi j'ai proposé un truc, j'étais assez fier de moi, j'ai dit, ce qu'on va faire, on garde Mort à Venise, ok? Et derrière, sans le trahir, on ajoute point d'interrogation. Et ils m'ont dit, non, c'est pas bon non plus. Donc on va regarder le début du film ensemble. Ceux qui connaissent vont s'en rappeler, les autres vont découvrir. Première image du film, le bateau typique de Venise. Écoutez, musique de Mahler, arrive, c'est le Vaporetto. Et on va découvrir le personnage qu'on va suivre, le personnage principal, le professeur von Aschenbach. C'est lui. Et on le voit tout de suite, c'est la première image, mais on le sent, il ne va pas fort. Nous, on le voit, on sait que c'est pour lui. Mais lui, il ne sait rien, il n'a pas lu le livre. Ça c'est... Non, je me suis bien renseigné, il n'a pas lu le bouquin. Et on a la fin à la 20e seconde, mais Visconti se dit je vais installer les choses. On arrive, il va marcher le long des canaux comme ça avec sa valise, il va à son hôtel, il monte dans sa chambre d'hôtel, il va vider toute sa valise jusqu'à la dernière paire de chaussettes dans la commode. Et nous on est là passionnés, on le regarde vider jusqu'à la dernière paire de chaussettes dans la commode. Et puis il descend sur la plage, le Lido de Venise. Et là il parle à quelqu'un. Ce sera le premier mot du film. Le premier mot de Mort à Venise arrive à la 19e minute. Et je pense pour bien se rendre compte vraiment de la force de cette séquence, on va se la regarder entièrement ensemble. Coupe. Excusez-moi. Vous êtes 5 ou 6 à ricaner bêtement. Je cherche pas de coupable, hein. Il y en a un ou deux là-bas, et je crois que c'était ici une ou deux aussi. Donc je cherche pas de coupable, mais de 5 ou 6, vous savez très bien qui vous êtes. Je voudrais juste vous dire une chose, et c'est très clair, tous les autres voudraient regarder le film dans les bonnes conditions. Alors voilà, c'est peut-être moi, je prends sur moi, j'ai peut-être mal expliqué. Juste vous dire, on est ici face à un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Un des plus grands films de l'histoire de l'adaptation littéraire au cinéma. C'est le seul film où c'est plus rapide de lire le bouquin. Il n'y en a pas d'autre. 2h11. 2h11 le film, 40 pages la nouvelle. Et là j'ai vu un jeune là au 4e rang. Si à l'école on te fait lire Mort à Venise, ne va pas me louer le film. Si on peut l'aider. Alors, ouais, non, mais j'ai envie de vous passionner. Ce qu'on va faire, on va aller directement. C'est vrai qu'on va avancer. On va aller directement à la grande scène d'action du film. Bien sûr qu'il y en a une. Alors, c'est vrai qu'elle arrive que à la 55e minute. Et jusque-là, c'est calme. Mais on est tous comme ça. Quand on est devant le canapé, on regarde la télé chez soi. On se dit toujours, à un moment, tiens, j'irais bien me chercher une bière au frigo. Mais faut pas rater le moment fou du film. Et ça, c'est un peu l'avantage de Mort à Venise. Je dirais vraiment, allez au frigo. Il n'y a pas de mauvais moment.
prenez bien le temps de choisir la bière. Mais imaginons le drame, vous ouvrez, merde, il n'y a plus de bière. C'est pas grave, allez au Deleuze. Vous serez de retour pour la 55e minute. Deleuze au champ, hein, voilà, comme ça. Il faut les garder, les Français, hein, il faut les garder. Non, mais là, les gens, qu'est-ce qui se passe à la 55e minute? Mais calmez-vous, 55, je vais vous le dire, 55e minute, alors que personne ne lui a rien demandé, le professeur von Aschenbach annonce qu'il veut quitter Venise. Quand il dit ça, on est sur le cul, parce que nous, on sait qu'il y a encore 1h20 derrière. Avant qu'ils reviennent y passer au même endroit, on a envie de dire, mais reste là, ça va aller plus vite. Heureusement, trouvaille géniale de Thomas Mann pour le garder. On est dans la gare de Venise, ses malles sont prêtes. Il veut rentrer à Munich. Von Aschenbach, je suis absolument navré, c'est à peine croyable. Une erreur, une déplorable erreur. Qui êtes-vous? Que m'avez-vous? C'est une chose qui n'arrive pas une fois sur 1000. Mais c'est arrivé. Vous allez me faire rater mon train. Et votre malle, monsieur, a été expédié à Como. À Como? Je ne quitterai Venise que lorsque ma malle m'aura été rendue. Il y a des gens qui ont une poisse. La valise qui part dans un autre train, c'est une scène d'action d'une violence. Et on le voit sur le visage pétrifié de Dirk Bogarde. Ah, c'est l'acteur. Moi, j'adore Dirk Bogarde, un de mes acteurs fétiches, parce que, je vous le dis, maintenant c'est la dernière, je peux y aller. Il a joué avec un de mes grands fantasmes de l'histoire du cinéma. Il a joué avec Ava Gardner. Ah, j'ai comme ça, ouais, je le dis, j'ai quelques fantasmes dans l'histoire du cinéma. Il y a Rita Hayworth, Lana Turner, très sexy, Greta Garbo, bien sûr, Yvonne Descarlo, mignonne comme tout, Jane Russell, hyper gaulée. Et là, vous vous dites, lui, il n'est pas que cinéphile. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu nécrophile? Oh, je vais dire une bonne chose, au fond, la nécrophilie, qui ça dérange? Et j'en étais où? La nécrophilie, merci. C'est le premier mot qui est rentré, c'est le premier qui sort. C'est le dernier mot qui est rentré, c'est le premier qui sort. Non, quelqu'un, je crois, a dit la valise. Merci. Non, ça tombait sur toi parce que tu as l'air très sympathique. Mais je vais juste me permettre de stigmatiser, vous ne voyez pas, le comportement de monsieur. Il y en a d'autres, t'es pas le seul. On est bien installé. Ils ont refait le Cirque Royal assez confort. On peut faire son petit roupillon au spectacle. Et la semaine prochaine, il va y avoir un dîner mondain, je sais pas, place du Sablon, machin, Rode Saint-Genèse, il va être là avec sa coupe de champagne, il va dire « Oui, moi, Mort à Venise, je connais hyper bien. Et la musique de Mahler, et le professeur von Aschenbach, et qui c'est qui s'est envoyé 2h11, hein. Et les autres, ça vous fait bien marrer. Je m'en fous, moi je la connais la fin. Alors on va gagner du temps. Ok, bien, vous avez tout gagné. Je vais vous donner la fin. Allez tous vous la péter dans les dîners mondains bruxellois, je veux pas le savoir. Je vais vous dire ce qui se passe vers à peu près 1h59 de film. 1h59 de film, c'est bien long si tu tiens jusque-là. C'est un peu le moment 1h59 où les pulsions criminelles, tu commences à les développer toi-même. Et tu te dis que s'ils ne crèvent pas, mais de n'importe quoi, achonne mes couilles là, de paludisme, d'une balle dans la tête, mais même si c'est étouffé à la choucroute que c'est encore bon. Mais s'il crève pas, le sale Bosch moustachu, tu vas y aller et tu vas le tuer toi-même. Oui, j'ai dit Bosch. Eh ben ce soir, on va tout régler. Moi, les Allemands, j'aurais pas tout pardonné. Terminé. Ah, cette faute sur Baptiston, alors qu'il filait droit au but. Tout ça m'énerve, on va terminer, tu vas être bien content. 2h06, enfin, la première goutte de sang perle sur son front. Mais est-ce que tu vas crever? Il est mort. Je demande pardon, c'est pas m'emporter comme ça à la dernière, c'est con. C'est mon problème avec l'art, c'est que je me passionne. Et puis voilà, en plus ça tombe hyper mal. C'est le moment du spectacle où j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Nous allons devoir nous séparer. Ça va, je vois que vous le vivez plutôt bien. Hier, ils étaient en larmes.
On est passé complètement à côté de ce moment de fusion entre l'artiste et le public. Ça vous dérange pas, peut-être on se donne une deuxième chance. On coupera au montage. Voilà, j'ai une... Bonjour. Une triste nouvelle. Je viendrai encore t'en annoncer des tristes nouvelles en tout cas. Il y a une autre voiture balai. T'en es où dans le spectacle? T'es arrivé au bout des cymbales ou t'es encore dedans là? Quelle belle journée tu vas passer demain mon pote. Triste nouvelle à vous annoncer. Mais même à Mons, ils y sont arrivés. Merde. Faites un effort. C'est le Hainaut, hein. Ils y sont arrivés, quoi. Allez. Triste nouvelle à vous annoncer. Nous allons devoir nous séparer. Bruxelles, mais vous êtes des malades, mais ça me touche, mais tellement. Et cette spontanéité, je m'y attendais pas du tout. Merci pour cette dernière. Et vraiment, Bruxelles, j'ai envie de vous faire un compliment. Et profitez-en, parce que c'est rare. Non, c'est vrai, c'est rare que je fasse comme ça un compliment à des gens vivants. J'ai l'impression que nos cerveaux sont compatibles. Voilà. C'est ce compliment. Et voilà, non, je voulais vraiment dire à ceux qui, parmi vous, ce soir, ont absolument tout compris au spectacle. Félicitations, vraiment. Félicitations à vous trois. Pour les autres, je pense à toi, bien sûr. Cela étant, depuis Pamela Anderson, ça ne s'est jamais rallumé ici. On a essayé d'aller te repêcher, mais on t'a pas eu, c'est foutu. C'est foutu, en plus c'est la dernière, il va falloir regarder le DVD pour... voilà. Parce que c'est un spectacle où on peut progresser. Si, il y a des gens, je crois que c'est la 12e fois qu'elle vient. Si, et maintenant elle rit à l'allemand. Donc voilà, mais oui, c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et pour terminer ce spectacle, parce que c'est vrai qu'on a commencé par Malraux. Malraux qui a dit que l'art nous rapprocherait. Et j'en suis convaincu après 10 ans de ce spectacle, que plus on parle d'art, plus on se connaît et plus on se rapproche. Et je pense que c'est important. Et merci à lui d'avoir dit cette phrase qui chapeaute un peu mon spectacle. Et je voudrais terminer par la phrase de quelqu'un d'autre, un autre grand. Et je me suis dit, je ne peux pas faire un spectacle sur l'art sans parler de lui, parce que c'est un grand du rire, un fondamental de l'humour littéraire. C'est presque un stakhanoviste de la gaudriole. Je voudrais faire une partie sur Henri Bergson. Ça c'est les grands, hein. Je vous le montre, vous êtes pétés de rire déjà. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Ah, c'est Bergson. Pour les plus jeunes, peut-être Bergson, qui sait, c'est vraiment un boulimique du calembour. Et qui, c'est vrai, apparemment, à ses heures perdues, était plutôt professeur de philosophie au Collège de France. Et auteur, il a écrit un livre hyper important qu'on donne encore parfois au bac, qu'on apprend en cours de philo. C'est un essai sur une seule thématique. Le livre le plus important de Bergson, prix Nobel de littérature, le livre le plus important de Bergson s'appelle Le Rire. Le Rire, Henri Bergson. Alors, je me rends bien compte que quand on le voit comme ça, on n'est pas convaincu qu'il se soit passionné lui-même pour la thématique. C'est un petit peu comme si Paris Hilton écrivait un livre s'intitulant L'élégance. Ou Franck Ribéry qui écrirait Le charme. Non, ça c'est pas bien, enlève. J'aime pas ce genre d'humour, c'est idiot. Franck Ribéry qui écrirait un livre. Autant pour moi. Mais depuis que Bergson est là, je sens qu'il y a un regain d'intérêt, d'envie, donc on va terminer par lui. Je voudrais une seule phrase qui dit à peu près, c'est la morale peut-être, qui dit à peu près ce que je pense du comique, du rire, mais peut-être de la vie. C'est autour de la page 80 dans Le Rire. Ah, j'ai vraiment bossé, hein. Il dit « Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel. » Oui, là, c'est oui. Ah oui, après on va boire une bière, mais concentration. Un dernier effort.
Le spectacle va comme ça, mais là, c'est plus Paris Hilton qui se la gratte. Hein. Donc attention, oui. Faut, hein, vigilant, concentré, le cerveau toujours disponible. Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel, virgule, une chute est toujours une chute. Il y a un peu du Fernandez, mais c'est parce que c'est pas fini, c'est parce que c'est pas fini. Une chute est toujours une chute, mais autre chose est tombé dans un puits parce que l'on regardait les étoiles, parce que l'on visait les étoiles comme Don Quichotte. Et là, il fait appel au grand du rire Don Quichotte, tout le monde voit, hein, Cervantes, Don Quichotte qui, comme son nom l'indique mal, n'est pas footballeur. C'est cadeau, c'est bonus pour la dernière. Vous ne direz pas aux autres que je l'ai faite. On va mettre la phrase en scène, parce que peut-être elle n'est pas claire. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi ça. Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel. Une chute est toujours une chute. Mais autre chose est tombée dans un puits, parce qu'on regardait les étoiles, parce qu'on visait les étoiles, comme Don Quichotte. Je fais Don Quichotte pleine nuit sur la Mancha. Quand Don Quichotte vise l'étoile dans l'œuvre de Cervantes, mais peut-être dans l'ensemble de l'histoire de la poésie, c'est le plus beau moment. C'est la quintessence. Il tente. L'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance. Oh, il tombe dans le puits. Et on a rigolé. Le comique très profond, l'étoile, se relie au comique le plus superficiel. La chute, Henri Bergson, c'est génial. Vous allez tous acheter le DVD. Super content. Enfin, voilà, merci d'avoir été là pour cette dernière. Merci infiniment. Et je voudrais, si vous partez avec une seule chose de moi ce soir, juste je vous demande, à tous autant que vous êtes, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les gens de gauche et de droite, tous ensemble, partez avec une chose du Bergson. Et tous autant que vous êtes, visez les étoiles, prenez des risques, faites comme Don Quichotte. Si j'avais pas suivi l'étoile du théâtre, je serais pas là pendant 1h30 vous faire croire que je comprends quelque chose à l'art. Et pendant 10 ans. Donc visez. Et puis si par malheur ça fonctionne pas, c'est pas grave. Fouap, vous tombez dans le puits. Mais c'est pas grave de tomber dans le puits si c'est parce qu'on a essayé d'attraper cette foutue étoile. Alors au pire, vous aurez droit au rire moqueur de vos contemporains si vous tombez et on dit « Ah, le con, il est tombé dans le puits !» Ben eux, ils n'ont pas essayé. Alors c'est vous qui avez raison. Alors même si au fond du puits, la seule chose que vous avez gagnée, c'est le bruit de ce rire-là, ben dites-vous que c'est déjà pas si mal. Merci Bruxelles. Merci infiniment. Je voudrais, après cette petite séquence émotion très touchante et que je n'oublierai jamais, j'ai fait un truc parce que j'ai joué à l'Olympia il n'y a pas si longtemps. J'avais dit à mes producteurs, je voudrais une salle un peu sympa pour préparer Bruxelles. Et donc voilà. Vous êtes facile à arnaquer. Et j'avais fait un truc ce jour-là, on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire que parfois on peut se retourner sur sa vie dans son téléphone portable aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous regardez les photos que vous avez prises depuis quelques années, ben, c'est marrant, on revoit des choses. Et donc j'ai pu revoir 10 ans de carrière à peu près, et j'ai sélectionné quelques photos. Je me permets de vous faire ça en rappel ce soir, parce que je l'ai fait qu'une seule fois, c'était à l'Olympia, et puis l'autre fois ce sera pour vous. C'est rigolo de se balader. J'ai retrouvé notamment la première couve d'un magazine que j'ai fait. C'était Psychologie Magazine Belgique. Voilà. Et comme j'étais inconnu à l'époque, les gens pensaient que j'illustrais le dossier sexe, que dire, que taire, qui n'était pas évident
à assumer. Et bon, au fond, après, bon, ça s'est bien passé, c'est vrai, avec les filles un peu. Bon, après, j'ai même été très proche d'une Miss France. On l'avait pas trop su, mais j'ai retrouvé donc. Oui, on choisit pas. Mais c'est vrai que. Non, et puis j'ai rencontré des gens formidables grâce à ma carrière, grâce à la télé, grâce à la radio. J'ai rencontré notamment Michel Thor. Moi, je suis fan de Michel Thor. Ah, génial. Michel Thor, c'est le chaînon manquant entre Pamela Anderson et Marguerite Duras. C'est vraiment... et elle se situe totalement au milieu. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais Alex, au fond, t'as un problème. C'est-à-dire que tu aimes toujours des femmes plus âgées que toi. Et Madame de Fontenay, Michel Thor. Et j'ai retrouvé des vieilles photos, encore quand j'étais plus jeune. Et ça a commencé il y a très longtemps. Ça, c'était au centre culturel d'Oderghem avec Maggie. Hein, si vous voulez, et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème avec les femmes plus âgées que moi. Et donc, j'en ai parlé à un ami, parce que je voulais avoir son avis, quoi. Et... C'était assez marrant. À l'époque, il était ministre dans le gouvernement de François Hollande. Il n'était pas encore président de la République. Et moi, je travaillais sur France Inter. Et donc, je lui avais dit, comme ça, pour ça qu'il se marre, je lui ai dit, bah, on est un peu les mêmes. On est jeunes, on est beaux. Nos collègues de travail pensent qu'on est de gauche. Et c'est vrai que ça l'avait du coup bien fait marrer. Et c'est vrai que bon, à France Inter, j'ai pu rencontrer pas mal de politiques. Voilà, donc j'ai fait rire un peu tout le monde. Là, c'est ma période collabo. Voilà. Non, là, si je l'ai fait marrer, c'est que je lui donnais les résultats de dialyse de son père. Ça fait rigoler. Et alors, j'ai des trucs exceptionnels. Il y a très peu de gens qui ont ça. La photo suivante, j'ai fait rire Alain Juppé. Ça, c'est un document exceptionnel. Bon, il y en a une que j'ai pas fait rire, je vais pas vous mentir, c'est Ségolène Royal. J'avais pourtant apporté un cadeau. J'ai apporté un cadeau et ouais, non, l'a jamais porté. Pourtant, c'était quand même assez sympa. Et non, c'est vrai qu'une carrière, elle se fait aussi, bah, on fait des choix, on tente des trucs, on essaye. Et c'est vrai que j'ai eu une petite période, je me suis un peu moqué du Grand Cactus et de Cody tout à l'heure, mais j'ai eu une période moi-même humour à costume. Donc voilà, ça c'était avec mon camarade de Warzé, c'était les poufs, mais de l'époque, si vous voulez. Voilà. Depuis, ça a un peu évolué. Et je parlais tout à l'heure des attachés de presse. C'est quelque chose de très important, les attachés de presse. Et très souvent, elle vous appelle, elle dit « Alex, on a une émission de télé, on a la chance de faire une émission de télé. Est-ce que tu peux venir ?» machin. Moi, toujours assez content. Et au début, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les émissions qu'on veut tout de suite. Et elle m'appelle, elle me dit « C'est un super truc, c'est sur le câble en France. C'est une émission d'impro. Tu viens, on te donne un costume, on ouvre une porte, tu rentres et tu fais un sketch avec les gens présents. » Ah, je dis c'est assez chouette, donc en gros je regarde un peu l'émission, il y avait comme ça un médecin, on ouvre la porte, paf, vous avez comme ça un patient sur la table, et il faut faire un petit sketch, je trouvais ça assez rigolo, et j'étais un peu impatient, je me dis diable, quel costume ils vont me donner, et je suis arrivé donc à l'émission, et c'était un sketch sur les smoothies, et voilà, il faut passer par tout ça. Et en même temps, j'ai été bon et je me suis dit, Alex, t'es pas mauvais en fruits, peut-être tente le légume. Et donc là, j'ai fait carotte. J'ai fait carotte avec ma collègue Charlie Vanhoenacker et Nicole Ferroni qui s'étaient co-sacrifiés, évidemment. Et puis, de costume en costume, j'ai continué un peu. Là, par exemple, j'ai fait Eli Kakou. C'est ma période Gad Elmaleh. Je reprenais les sketchs d'autres humoristes. Et... Bon... Comme je parle pas bien anglais, j'ai pris un sketch d'un humoriste francophone et puis voilà. Et après, j'ai arrêté tout ça. Alors, la photo suivante, elle est amusante parce que le spectacle, maintenant, vous l'avez vu. Vous savez à peu près tout ce qui s'y trouve. Au fur et à mesure de ma carrière, de ma vie, de ce spectacle, j'ai rencontré des gens qui ont un lien avec le spectacle. Là, c'était à la sortie, je sais pas, c'était à 3-4 ans. C'était à Bruxelles. C'est les deux plus grands cymbalistes de... Deux plus grands cymbalistes de la monnaie, je vous jure. Et apparemment, donc celui de gauche, c'est le plus ancien. Il avait joué l'homme de la Mancha avec Brel, la chanson qui passe là. C'est fantastique, hyper ému. Et en fait, j'ai pu vérifier un truc parce que les chefs d'orchestre m'avaient fait cette blague, moi je la connaissais pas, de savoir. Il me dit, est-ce que tu sais où les cymbalistes mettent le déodorant?
J'ai dit non, je sais pas. Et ils m'ont dit, en fait, ils le mettent ici, comme ça, dans le creux des doigts. Et je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'il passe quand même la plupart du temps. Et vérification faite. Mais c'était très sympa, ils étaient venus pour me dire en rigolant, et tu sais quand même, c'est pas facile d'être symboliste. Voilà. Et puis j'ai rencontré d'autres gens en lien avec le spectacle. Voilà. Et là, il est en train de me dire, tu sais, c'est pas facile d'être proctologue. Et... Ouais. Non, mais c'est vrai que le spectacle m'a amené des trucs marrants. Alors, là, c'est au Centre Pompidou. Il y avait une exposition sur l'art pauvre. J'étais quand même le seul con à essayer de prendre un selfie avec une salade. Donc les gens me regardaient un peu étonnés. Alors, la suivante image, c'est parce que, bon là, aujourd'hui, c'était un peu une spéciale, mais je finissais mon spectacle pendant de nombreuses années par des brèves, les trucs qu'on trouve dans la presse qui sont un peu amusants. Ouais, vous voyez ça, je le fais beaucoup encore en télé et en radio. Et la dernière brève du spectacle, c'était une brève qui se passait en Belgique. Et ça amusait toute la France, mais ça amusait aussi la Belgique. C'était celle-là. Voilà, vous vous souvenez peut-être de ça. Caroline qui avait demandé au pâtissier d'écrire... non mais n'applaudissez pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc un jour, je joue à Dinan. Et je termine le spectacle, voilà, je salue, et puis il y a un monsieur qui vient avec un microfilm, comme ça, c'est hyper pénible. Genre, oh, merci, on remercie encore Alex. Je dis non, c'est fini. Il dit, revenez sur scène. Je dis non, ça va aller. Et je reviens, machin. Et il dit, on a une surprise pour vous. Je dis, oh bon. Et je me dis, bon, quoi, il va m'envoyer. Et puis il me dit, oui, il y a quelqu'un dans la salle à qui vous pourrissez la vie depuis de nombreuses années. Je dis, ça doit être Richard Fourneau, on est à Dinan. J'ai dû dire une ou deux conneries quand même à un moment. Et puis il me dit, non, c'est le pâtissier qui a réalisé... Et oui, déjà, il avait l'air d'un con quand même. Et le mec arrive avec un énorme gâteau, qui est celui-là, sans rancune, en polonais. Voilà, tout ça est vrai, tout ça m'est arrivé grâce à ce spectacle, grâce à ce début au Petit Chaperon Rouge où vous étiez. Et j'ai, au fond, c'est pas un hasard, je le dis maintenant, mais la phrase de Bergson, c'est un peu moi, c'est-à-dire que j'avais envie de viser l'étoile, j'ai essayé de l'attraper, et puis est arrivé, c'était il y a quelques jours, mon nom sur l'Olympia, j'avais trouvé ça fou, et je me suis dit, mais t'as bien fait d'essayer d'attraper l'étoile. Et au fond, si on essaye d'attraper l'étoile, ben on est toujours prêt, j'espère, à creuser le puits. Et depuis très petit, eh ben, je m'étais entraîné au cas où à creuser le puits. Merci infiniment pour lui. Merci Bruxelles.